Je suis un Jedi, maître de la force, gardien de la paix. L'être le plus sage et respectable de la galaxie. Impressionnant! Absolument tout ce que tu viens de dire est faux. Hein? De quoi? C'est faux, les Jedi n'ont absolument rien de respectable ou de sage. Je veux même dire, ce sont parmi les plus gros connards de la galaxie. Ouais, il a trop raison. Oh, coucou le petit Ben Solo! Je m'appelle Kylo Ren. Non, sérieusement, appelle-le Kylo Ren, parce que sinon il va encore bouder et il voudra pas finir sa soupe ce soir. La soupe, c'est pour les faibles. Justement. Mais vous pouvez pas dire que les Jedi sont des connards. Ah bon? Et pourquoi j'aurais pas le droit? Bah parce que c'est pas vrai. On en parle, votre échec avec Anakin et Dark Sidious? Vous pouvez pas dire que les Jedi sont des connards. Pourquoi j'aurais pas le droit? Parce que ça se dit pas. Mais pourquoi ça se dirait pas? Mais parce que ça fait chier. Ça vous fait chier? Ouais! Ah, donc ça vous énerve. Ouais! Donc si vous êtes énervé, ça veut dire que vous êtes au deuxième stade du côté obscur selon vos règles. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je suis devenu? Mais qu'est-ce que je suis devenu? Quel con. Ouais, en effet. Il a allumé son sabre à l'envers. Dans Star Wars, l'icône principale de cette galaxie lointaine, très lointaine, a toujours été les Jedi, ces défenseurs de la justice et de la paix que Obi-Wan et Yoda nous ont survendus en parlant d'à quel point ils étaient droits, sages et profonds. Mais ça a vite déchanté quand la prélogie Star Wars est sortie. Prélogie qui a déjà d'énormes défauts, que ce soit le scénario qui perd plus de temps à parler politique neuneux et spectaculaire sans émotion plutôt que de développer des personnages, mais surtout en montrant que les Jedi ne valaient pas le coup d'être valorisés en réalité. Oui, ça va encore être une de ces vidéos où je prétends que le réveil de la force est meilleur que la prélogie elle-même. Lis dans ton cœur, tu sauras la vérité. Même niveau marketing que l'on critique au sujet de la nouvelle trilogie, à plus ou moins raison, la prélogie avait carrément des passages pub pour jouets, là où les nouveaux films restent concentrés sur l'histoire avant tout. Non et puis voilà, le pire du merchandising, ça revient quand même à la prélogie avec ça. C'est une sucette Jar Jar Binks. La partie sucette, c'est sa langue. C'est une sucette où tu dois sucer la langue de Jar Jar Binks. Et comme les derniers Jedi viennent de sortir, c'est le parfait moment pour vous expliquer en quoi c'est plutôt une bonne chose que ce soit les derniers. Hey, vous voulez faire un film épique et fantaisiste mais vous n'êtes pas capable de créer une alchimie entre vos personnages? Eh bien alors achetez la solution miracle, la prophétie. Grâce à la formule de la prophétie, les personnages se forcent à faire équipe et tomber amoureux du héros insipide car c'est littéralement leur seule raison d'exister. Même pas besoin de développement ou de dynamique de groupe. La prophétie, approuvée par le Alice de Burton, Dragon Ball Evolution et la menace fantôme. Qui a de loin la pire prophétie que j'ai jamais vue dans un film. Parce que non seulement elle sert à justifier n'importe quoi, genre la bagouille débile de Qui-Gon, mais j'y reviendrai plus tard car ça mérite son propre chapitre, mais en plus, d'où elle sort cette conne de prophétie? Qui l'a écrit? Je veux dire, et qu'est-ce qu'elle dit aussi cette prophétie? Que le gamin il va ramener l'équilibre dans la force? Et c'est une bonne chose ou pas? Parce que s'il y a besoin d'amener l'équilibre à l'instant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre au moment où les Jedi sont majoritaires et où la galaxie est en paix. Donc ça veut dire soit qu'il va faire revenir les Sith pour qu'ils soient aussi nombreux que les Jedi, soit qu'il va tuer les Jedi jusqu'à ce qu'il en reste autant que les Sith. À savoir deux. Mission accomplie, bande de cons! Mais le pire c'est qu'ils savent que le gamin est dangereux, ils le sentent et ils arrêtent pas de le dire qu'il est dangereux. Donc la prophétie annonce un malheur? Mais alors pourquoi vous acceptez qu'Obi-Wan le forme juste parce qu'il a insisté genre Je peux le former. Non. Je peux le former. Non. Je peux le former. Non. Je peux le former. Merde de bordel, d'accord, ton apprenti sera. Je peux le former. Le mec va tous vous crever! Pourquoi tout le monde s'en fout de mourir dans ce bordel? Cette prophétie est tellement un MacGuffin artificiel qu'on n'en sait absolument rien. Au point que même Mace Windu ne sait pas quoi en tirer. Un film il est genre, c'est pas une bonne idée. Un film suivant, il est super important, c'est l'élu, sois plus gentil avec lui, Obi-Wan. Et encore un film suivant, j'aime pas ce petit con. Si ça se trouve, c'est une prophétie Sith, ou si ça se trouve, c'est que de la connerie, il n'y a même pas de prophétie. Il faut genre qu'ils savent ce que c'est pour pas avoir l'air con quand quelqu'un en parle. Même les personnages se demandent si c'est pas de la merde cette prophétie. La prophétie. Parce qu'écrire un scénario c'est dur. Hey, tu sais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour frustrer tous tes élèves? Leur interdire de baiser. Outre ce que cette prélogie dit en termes de morale discutable sur soi-disant les émotions c'est pas bien, c'est mieux d'être un robot sans âme qui fait son devoir et qui ne pense pas par lui-même, la règle de ne pas aimer est totalement absurde. Déjà parce que vous tolérez l'amitié, la foi en une cause comme la République et la création d'un lien de famille avec une figure paternelle et le reste de la communauté Jedi?
c'est quoi la différence avec l'amour comme celle entre Anakin et Padmé? Parce que, ok, vous pensez que les sentiments peuvent amener à des situations où ils vont prendre des mauvaises décisions et basculer dans le côté obscur. D'accord, d'accord. C'est très le nom de la rose, mais d'accord, d'accord. Mais un Jedi peut très bien faire de même via son affection envers son maître ou sa conviction envers une cause, justement. En fait, Obi-Wan a pratiquement succombé au côté obscur après avoir vu son maître mourir. Non, sérieux, peur, colère, haine, souffrance, ouais, la checklist est complète sur ce coup. Donc pourquoi vous tolérez des liens maître et élève et pas des liens homme-femme? Non, en fait, je sais pourquoi les Jedi n'ont pas le droit d'aimer. Vous voulez savoir pourquoi les Jedi n'ont pas le droit d'aimer? Je vous préviens, c'est du haut niveau. L'instant univers étendu. Alors c'est un Jedi qui trouve deux jumeaux et il les entraîne sur une planète de Pecno dans l'art de la force. L'un des deux est tombé amoureux d'une autochtone et sont devenus amants, mais le deuxième frère est devenu jaloux et a profité du fait qu'ils étaient jumeaux pour se la faire, ce qui a mis son vrai petit ami en rogne, et alors ils ont commencé à se battre. Et dans ce duel, ils ont tué leur maître et détruit la planète entière. Parce qu'un combat de Jedi peut faire ça apparemment. Et dans cette histoire montrant que l'isolation sociale c'est pas bien, qu'avoir un seul maître pour plusieurs Jedi c'est pas bien, que voir les femmes comme un trophée n'est pas bien, et que la jalousie c'est pas bien, les Jedi en ont conclu que c'était la faute de la nana qui les a chauffés. C'était l'instant univers étendu. Pour information, cette histoire était canonique jusqu'au rachat de Disney. Comme quoi il y avait du bien dans ce rachat. Je veux dire, même la phrase d'Anakin quand il essaye d'expliquer cette stupide règle, il fait comprendre que c'est pas l'amour qui est interdit, mais l'attachement. C'est la même chose, crétin! Et puis qu'est-ce que t'essayes de dire là, que tu peux baiser sans avoir une relation amoureuse? C'est peut-être pas très romantique à dire à Padmé là en fait, mec, hein. Et puis déjà qu'il fait très stalker dans ce putain de film. Donc, nous sommes coincés sur une planète remplie de criminels, avec un moteur en panne et pas d'argent pour en acheter un neuf. Mais vous en faites pas, j'ai un plan. Nous vous écoutons, maître. Maître, ce gamin que nous ne connaissons ni Nadan ni Dev et qui nous a invités chez lui sans que sa mère se plaigne, dans un sport ultra dangereux dont il a lui-même avoué qu'il était nul, faire un pari avec son patron, la caricature juive des années 40 qui vole là-bas. S'il gagne, on a un nouveau moteur, s'il perd, il a notre vaisseau, donc on est coincé ici pour toujours. Et une fois ça fait, on l'emmène avec nous, mais on n'emmène pas sa mère pour détruire son enfance. Sous votre respect, maître, êtes-vous torché? Nous seulement quand tu me fais chier! Ne serait-il pas plus judicieux de vendre ce vaisseau luxueux qui doit certainement valoir une certaine fortune dans un patelin pareil, malgré le moteur HS? C'est vrai quoi, ce machin est fait en chrome, et s'acheter un vaisseau un peu moins luxueux avec l'argent récolté pour pouvoir atteindre sans souci Coruscant. Non! On fait pas ça! Parce qu'il me faut le gosse! Le gosse? Mais pourquoi faire? C'est l'élu de la prophétie, bitch! Et en quoi c'est l'élu? Il a beaucoup de microbes dans le sang. Ouais, ça veut juste dire qu'il est très sale. Et puis c'est quoi cette histoire de prophétie? On m'a jamais appris ça moi à l'académie. On a autre chose à foutre qu'accomplir des putains de prophéties. Cette prophétie est super importante. Mais qu'est-ce que ça va accomplir? Ramener l'équilibre. Oh mais y a plus simple pour vous ramener l'équilibre. Arrêtez de boire. J'arrête quand je veux. Ou quand t'arrêteras d'être une merde. Qu'est-ce que ça veut dire ramener l'équilibre? Qu'il va tuer les Jedi. Mais pourquoi vous voulez accomplir une prophétie qui annonce la fin des Jedi? Vous devriez pas tuer le gamin plutôt? Non. Je veux le former. Donnez-moi cette flasque. Oh, alors viens la chercher, connard. Voilà. Je pense que le problème avec Qui-Gon est assez clair là, non? Ah, et aussi... Bon, préparez-vous. On va rentrer en zone de guerre. Très bien, je vais emmener le gosse. Vous emmenez le gosse en pleine zone de guerre. La prophétie l'a dit. Panaka, vous lui avez rendu sa flasque? Ta gueule, Blanche-Neige. Donc, il y a cette armée de clones, armée qui a été commandée par un ennemi de la République extrêmement dangereux, et l'a fait à votre nom pour qu'il vous revienne directement, et pas à lui et son camp. Et vous vous posez pas la moindre question? Non, t'en as profité, on refuse pas un cadeau après tout. Mais vous êtes con ou quoi? Je veux dire, c'est tellement évident que c'est un cheval de Troie que c'en est ridicule. C'est Dooku qui a commandé l'armée pour vous. Vous avez recoupé les deux informations, vous le savez. Alors pourquoi vous acceptez un putain de cadeau d'un ennemi mortel? Merde. Oh, et devinez quoi? C'était un piège. Non! Sans deck! Même Général Akbar l'a pas vu venir celle-là! Aussi, je suis le seul à trouver ça de mauvais goût que George Lucas ait fait extrêmement beaucoup de merchandising sur des soldats qui ont grosso modo servi au génocide des Jedi?
Non, c'est juste moi. Ok. Et puis c'est quoi ces gardiens de la paix qui utilisent sans remords une armée de soldats génétiquement modifiés? Sérieusement, c'est pas un peu l'exact opposé de ce que vous représentez? Vous semblez aussi si à l'aise à leur donner des ordres comme si c'était normal, mais quoi? Pour des pacifistes, vous êtes vachement fort en stratégie de guerre. Donc non seulement l'armée prouve que les Jedi sont des cons, mais aussi que ce sont des belliqueux hypocrites. Donc, il suffit d'avoir une émotion comme la peur ou la colère, émotion totalement banale qui fait partie de ce qui nous rend humains, pour qu'un de vos Jedi devienne un Sith. Je veux dire, la peur, c'est une émotion totalement normale. La peur est un super pouvoir. Elle te rend plus rapide, plus malin, plus fort. Elle te rend pas forcément cruel ou lâche. Elle peut t'adoucir. La peur, c'est un compagnon qui te ramène toujours à la maison. Bref, c'est la source de la meilleure émotion qui soit, le courage. Même la colère, je veux dire, vous vous interdisez de ressentir de la colère? Mais alors comment vous faites pour vous motiver contre une injustice ou le côté obscur? C'est pas contrôler ses émotions ça, c'est être apathique, ce qui est très problématique pour des gens qui sont censés protéger la galaxie. Mais le plus gros problème de la considération des Jedi par rapport au côté obscur est parfaitement résumé par cette célèbre phrase d'Obi-Wan. Seul un Sith est aussi absolu. Oh, vraiment? Genre aussi absolu que de vouloir tuer son meilleur ami juste parce qu'il est dans une colère noire? Est-ce que ça veut dire que toi aussi tu es un Sith? Est-ce que ça veut dire que les Jedi eux-mêmes sont des Sith en croyant absolument qu'avoir des émotions amène forcément au côté obscur? Est-ce que ça veut dire que Qui-Gon était un Sith en voulant absolument former Anakin? Non, c'est juste que je voulais faire chier le conseil. L'alcool amène au côté obscur mon cul. Vous êtes con. Est-ce que ça veut dire que Mace Windu est un Sith en voulant absolument tuer un vieillard qu'on a totalement désarmé et qu'on peut donc arrêter très facilement? Attends une seconde. Oh putain de merde, Mace Windu, l'un des grands maîtres Jedi, est un Sith! Il est même plus Sith qu'Anakin, car au moins Anakin a hésité quand il était dans la même situation que Mace quand il a tué Dooku. Il l'a quand même fait, mais il refusait d'abord, et s'en est voulu de l'avoir fait tout de suite après, parce que soi-disant c'était contraire aux règles des Jedi. Règle avec laquelle le grand maître Windu se torche là! Selon votre propre logique, vous êtes des Sith les mecs! Je vais même dire, c'est à cause de votre philosophie de merde que vous êtes tous morts! Beaucoup critiquent le fait qu'Anakin change trop subitement de camp dans la revanche des Sith. Ce qui n'est pas totalement faux, mais si on regarde bien, ils ont passé toute son existence à lui expliquer que s'il faisait tel ou tel truc, il était donc un méchant. Donc à force de lui bourrer le crâne avec cette philosophie de connard, il finit par être mentalement fragile et par penser qu'il l'est, comme ces prêtres qui se flagellent d'avoir vu une pub de yaourt avec un petit peu de nu. Et ça n'a fait que faciliter la tâche à Palpatine pour se le mettre dans sa poche. Donc bien sûr qu'il va rejoindre le côté obscur à force de le culpabiliser. Il finit par assumer d'être un méchant au bout d'un moment. Donc, littéralement, les Jedi sont les responsables de leur propre destruction. À cause de leurs croyances incohérentes, de leurs règles absurdes, leur façon de penser chaotique, leur imbécilité chronique et leur philosophie plus absolutiste que les Sith eux-mêmes. Et tout ça pouvait marcher. Ouais, tous ces défauts des Jedi pouvaient ne pas être si problématiques que ça. Ces défauts auraient permis justement de montrer un système glorifié mais pourri qui doit être détruit, avec des maîtres hypocrites qui se prétendent nobles alors qu'ils n'hésitent pas à déclarer une guerre pour un différend politique ou à battre un vieillard désarmé, et aux règles trop radicales et aux dogmes fanatiques voués à s'autodétruire, dogmes qui convainquent Anakin que les Jedi sont maléfiques et qui mettra le spectateur de son côté sans approuver sa solution trop radicale, poussé par ces mêmes dogmes qu'il cherche à détruire. Et une fois cet ordre détruit, il devra être remodelé par une nouvelle génération qui apprendra des erreurs du passé, génération incarnée par Luke. Luke qu'Obi-Wan et Yoda essayent de formater à leur façon de penser obsolète, mais qui seront mis en tort quand Luke prouvera que le côté obscur n'est pas une fatalité, que l'on peut avoir des émotions sans pour autant devenir un Sith. Luke qui, n'ayant pas grandi dans le système de pensée pourri des Jedi, quand il ressent de la colère, il sait la calmer, et c'est comme ça qu'il arrive à vraiment vaincre Dark Sidious, en détruisant ce qu'il utilisait pour convertir ses apprentis, les failles du dogme des Jedi qui faisaient croire que le côté obscur est une fatalité et non un simple état d'esprit dont on peut échapper avec de l'entraide et du contrôle de soi. Si c'était une vraie intention de George Lucas de montrer que les Jedi étaient des connards, voire pire, les vrais méchants de la prélogie, ça aurait pu marcher. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que Lucas les montre.
Il les montre comme des gens tellement sages que tu ne peux pas les comprendre, qui ont juste besoin de faire un échange de regards pour se comprendre tant ils sont profonds, des gardiens de paix meurtris par la méchante guerre et dont on est censé être triste quand on les voit se faire tuer comme des merdes face aux Clone Troopers malgré leur super réflexe gun mode qu'ils ont démontré dans tous les autres films. Je veux dire, on critique les nouveaux films, mais rien que Rogue One a réussi là où la prélogie a échoué. Montrer les défauts d'un système, ici la rébellion, qu'on pensait parfait, pour donner plus de sens à l'arrivée de nos héros qui corrigeront ses imperfections. Et même le dernier Jedi démontre que le système des Jedi est face à une impasse, et que le seul moyen de mettre fin au cycle que les Jedi ont perpétué, c'était de faire table rase pour laisser la nouvelle génération suivre leur propre voie et pas celle d'un passé pourri glorifié. Là où Lucas les montre comme les gentils de l'histoire. Voilà la plus grosse faille de la prélogie qui non seulement devient moralement douteuse, mais aussi passe à côté de ce qui faisait le cœur de la saga Star Wars. Le héros n'est pas un putain d'élu, c'est tous ceux qui sont prêts à se battre, autant un chevalier qu'un bandit. Les émotions ne sont pas une faiblesse qui te change en monstre, mais une force qui peut vaincre l'incarnation du mal absolu. Le côté obscur n'est pas une raison pour être condamné, car c'est dans l'ombre que la lumière brille encore plus. Preuve de plus que Lucas n'est pas le vrai génie derrière Star Wars. Le génie de Star Wars, c'est un collectif. Dans la trilogie, c'était une bande de potes talentueux qui ont guidé un jeune George Lucas imparfait. Dans la nouvelle trilogie, c'est un rassemblement d'artistes talentueux qui ont grandi avec Star Wars, chapeauté par une compagnie maléfique mais quand même. Et la prélogie, c'est juste un homme au sommet de son empire mercantile qui a recyclé toutes les mauvaises idées que ses amis lui déconseillaient. Pas étonnant qu'ils glorifient des êtres au sommet d'une tour qui sont aveuglés par leurs croyances et qui refusent de se remettre en question. MJ Senpai, c'est catastrophique. Et les fanboys, ils ont demandé à décanoniser l'épisode 8. Il y a même une pétition pour ça. Et apparemment, il n'y a pas que Lucas qui se reconnaît en eux. Ben, ouvre cette porte immédiatement! Non, laissez-moi mourir en paix. C'est ridicule, Ben! Y a pas de quoi se morfondre là! Ils ont osé demander à décanoniser mon film. Comment voulez-vous que je me morfonde pas? On s'en fout des canons, c'est pas ça qui va empêcher le film d'exister, hein! Je veux dire, les films de super-héros se font tout le temps décanoniser leurs meilleurs épisodes, ça les empêche pas d'être excellents, hein! Ah bon? Mais bien sûr! Ces crétins de fanboys n'ont pas compris que l'intérêt d'un film, c'est pas sa cohérence avec un univers déjà établi, c'est d'être tout simplement un bon film! Ouais, et puis ils ont déjà l'univers étendu pour prétendre que le film n'est pas canon, alors qu'est-ce qu'ils nous font chier avec cette pétition à la con? Vous avez aimé mon film? Franchement, ouais, c'est la première fois que je vois au cinéma un film digne de la trilogie originale. La réalisation de Rian Johnson est sublime, les acteurs sont au top, et le scénario il appelle beaucoup de superbes thématiques sur le héros, sur le... Merci MJ Senpai, je vous aime tellement. Ouais, peut-être que la règle sur l'interdiction d'aimer des Jedi est pas si conne que ça finalement. Star Wars est une religion. Et hélas, comme toutes les religions, il y a de nombreux cultes fanatiques, idolâtrant aveuglément ce qui s'est fait dans le passé et qui renient tout ce qui se fera dans le futur. Que ce soit le culte de l'anti-Disney qui jure de cracher sur tout ce que Disney fait, pas forcément pour de mauvaises raisons, hein, j'en sais quelque chose, les prélogistes persuadés que la prélogie est forcément bonne et qui crachent sur les nouveaux films pour pas être comme la prélogie, ou même les originalistes idolâtrant Star Wars 7 car ça fait tout comme avant, et crachant sur le 8 parce que ça fait tout différemment d'avant. Oh, et il y a aussi les fanatiques de l'univers étendu, mais... eux, ils veulent garder canonique des trucs comme ça. Les méchants du loch s'emparent et se moquent, les petits Ewoks. J'ai découvert Star Wars à travers les films sur ces mecs-là. Me jugez pas. Et donc forcément quand le dernier Jedi est sorti, et oui j'ai dit le dernier Jedi et pas les derniers Jedi parce que Rian Johnson a confirmé que le The de The Last Jedi est singulier, les traducteurs français sont cons. Et bah fallait pas s'attendre à autre chose de leur part qu'un déluge de mauvaise foi, de chipotage débile et même pire, de refus de décisions artistiques bénéfiques pour le film et la saga, mais pas arrangeant pour leur vision personnelle et égoïste de la saga, au point de faire une pétition pour la décanoniser. Une pétition? Sérieusement? Je veux dire, il y en a eu des pétitions bien débiles, mais là, il est d'une importance capitale de démontrer que le dernier Jedi a beaucoup de mérite. Et on va le faire en démontant les critiques les plus répétées. Ah ouais, les gens qui se plaignent d'une façon originale d'utiliser de la force, qui, si c'était une science exacte, ça passerait. Or, non, ce n'est pas une science exacte, même dans les films, c'est pas une science exacte. Et puis si la trilogie originale sortait de nos jours, ces mêmes gens se plaindraient de la même chose pour des pouvoirs qui sont déjà ancrés dans la mythologie depuis un bail. Surtout qu'en plus, les nouvelles choses qu'on voit de la force dans ce film,
ils contredisent pas les bases de la Force. Leia qui se sort du vide intersidéral et volant vers un vaisseau, dans la même logique que déplacer des objets par la pensée. Puis c'est largement moins con et incohérent que R2-D2 qui vole. Snoke qui crée un pont télépathique entre Kylo et Ren, en accord avec le pouvoir télépathique montré avec Vador qui appelle Luke à distance. Luke qui crée une projection astrale, pouvoir de manipulation d'esprit qui mélange le fantôme de la force et télépathie. Le fantôme de Yoda qui invoque un éclair, en accord avec l'idée de si tu me terrasses je deviendrai plus puissant que tu ne pourrais l'imaginer, et avec l'idée qu'un Jedi ne fait qu'un avec la nature. Et là, vous allez me demander... Hello bitch. Mais qu'est-ce que... Film fini. Les pétasses envoyées. Non, ça pouvait pas arriver. Parce que utiliser ses pouvoirs pour envoyer chier l'ordre des choses, genre accepter la mort, c'est pas un truc de Jedi. C'est un truc de Sith. Aussi, un Jedi ne fait qu'un avec la Force qu'une fois avoir accompli son but sur Terre et d'être en paix avec lui-même. Là, pour le coup, c'est vous qui savez pas comment marche la Force. Cela dit, je comprends votre souci avec la façon dont est utilisée la Force dans ce film. Ce sont de nouvelles façons d'utiliser la Force. Et ça vous choque parce que la prélogie a rendu la Force chiante. Là où la trilogie originale crée une nouvelle dimension à chaque épisode. Dans l'épisode 4, c'était surtout un pouvoir d'esprit, dans le 5, ça permet de faire bouger des objets, et dans le 6, éclair de ta face! Au lieu de créer de nouvelles façons de l'utiliser, la prélogie a gardé exactement ces mêmes pouvoirs. Montrés de façon plus spectaculaire, certes, mais juste les mêmes. C'est quoi la force selon toi? Eh ben c'est bouger des objets, être super rapide, parler par la pensée et balancer des éclairs. Incroyable, chaque mot de ce que tu viens de dire est faux. Ironiquement, c'est populaire de reprocher à la nouvelle trilogie de ne rien apporter de nouveau à la mythologie. Et là, ils se plaignent qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau à la mythologie. Vous êtes juste chiant ou... Sérieux? Vous allez vous plaindre que Star Wars fait de la pub pour des jouets? Sérieux? Vous voulez que je vous ressorte ça? Ok, j'arrête. Oui, les porgs sont des mascottes pour faire vendre des jouets. Et il n'y a rien de mal à faire des personnages pour des jouets, du moment qu'on l'utilise bien. Les Ewoks, par exemple, c'est une intégration correcte de personnages joués, car ils servent l'histoire, ont une personnalité, et apportent même des thématiques sur l'entraide qui va avec la philosophie de la licence, et même une référence à une guerre historique. Bon, je vais pas dire que c'était pour le mieux, parce que dans une version précédente du scénario, ça devait être une armée badass de Wookiees, mais entre-temps... Ouais... On va attendre l'épisode 3 finalement, hein. Là où Dark Maul est un exemple d'une mauvaise intégration. Il n'a aucune personnalité, sert juste de diversion pour nos héros, mais par contre, wow, comment il est trop cool quand il danse avec son double sabre laser. Achète la figurine, le costume et le code Miché. Achète. J'en sais quelque chose parce que j'en avais des mères de Dark Maul quand j'étais petit. J'en avais. Les Porgs ne sont pas des personnages spécialement intéressants, mais ils sont bien intégrés à l'histoire en étant cet élément du décor qui donne vie à l'environnement de cette île, en plus d'apporter une thématique sur l'équilibre de la nature bien mise en avant par les séquences où Rey se projette, et qui rejoint les autres créatures du film, les chevaux à tête de chien et les loups de cristal, en illustrant les effets de ce conflit sur l'environnement. D'ailleurs, Disney, les Porgs, ils sont très mignons, hein, mais les chiens chevaux là, vous savez rien là-dessus? Ça ferait de super jouets, moi je trouve. Et puis, même Ryan Johnson, on sent qu'il aime pas ces bestioles. Leur première scène, il tente de se tuer avec le sabre de Luke pour dire. Et la scène où Chewie en cuit un à la broche, voilà quoi, ce petit humour noir en dit long. Ça devrait rendre les Porgs plus supportables pour vous si vous n'étiez pas aveuglé par votre haine envers un pauvre film qui a trouvé le moyen de mettre en valeur les peluches pour Disney en se trouvant un sens narratif qui sert son film. Ce qui est une preuve d'une efficacité certaine. Et puis voilà quoi. Ils sont mignons. On peut pas leur enlever ça, quoi. Donc, après tout un build-up sur les parents de Rey, ce film révèle que Rey est la fille de personne. Forcément, ça a déçu énormément de fans qui ont balancé des milliards de théories sur qui pouvaient être les parents de Rey, mais ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'il fallait que Rey soit la fille de personne. Déjà, l'arc de Rey dans le 7 était d'accepter que ses parents ne reviendront pas. Un deuil symbolique signifiant la non-nécessité de leur présence. Si on révélait que Luke ou Leia étaient ses parents, ça aurait détruit son acceptation du deuil dans le 7. Elle aurait régressé, ce qui amène à son arc d'une 8 où elle doit apprendre à laisser un passé glorifié derrière elle. Accepter que le passé n'est pas parfait, découvrant entre autres que ses parents
ne sont personne, juste des connards qui l'ont vendu pour de l'alcool et qui sont morts comme des merdes. Et surtout, la raison pour laquelle révéler que Rey n'a pas de parents est parfaite, c'est que ça poutre une bonne fois pour toutes les midi-chloriens. Dans la trilogie originale, la Force était montrée comme une magie, une entité qui est en toute chose, quelque chose d'inspirant pour toute une génération qui a cru qu'ils pouvaient devenir des Jedi en faisant des efforts et en y croyant. Et la prélogie a chié là-dessus en révélant... Nope. Le talent, c'est qu'une question de microbes et de gènes. T'as du talent uniquement si ta maman a eu la force entre les jambes. Donc va te faire foutre, ton petit pouilleux qui a des parents lambda. Moi, par exemple, la force, je l'ai eu quand mon père m'a offert ma première bouteille d'alcool à l'âge de 3 ans et j'ai... Merci la prélogie d'avoir encore détruit la magie de la Force. Magie détruite par celui qui avait créé cette magie. Comme quoi, hein. Et donc, avec Rey, pas parce qu'elle est une fille d'eux, mais parce qu'elle a un potentiel qu'elle a appris à maîtriser, elle devient sa propre personne, son propre héros. Peut-être même plus que Luke qui, en dépit de sa modeste origine paysanne, avait en fait un peu de ce côté, la Force c'est seulement dans les gènes, vu que son père était un Jedi. Et ça amène la Force à cette entité mystique et non à cette pseudo-science sans charme. Mais dans ce cas, pourquoi avoir fait tout ce putain de build-up? 1. Pour être dans la tête de Rey qui est obsédé par cette question et qui doit apprendre à passer à autre chose. Et surtout, deuxièmement, c'est le mystère façon J.J. Abrams. J.J. Abrams a une façon particulière de faire du mystère. Une façon qui peut sembler frustrante, mais qui a beaucoup de sens. Il part du postulat que le mystère est plus beau que la révélation. C'est du bonbon pour l'imagination. Preuve en est toutes les théories variées que les fans ont sorties sur Rey, Snoke, Luke et j'en passe. Là où la révélation est décevante par nature, car ça sera forcément différent de ce qu'on imaginait. Please, accept the mystery. Et dans tous ces projets, vous verrez que soit le mystère reste un mystère, comme la patte de lapin de Mission Impossible 3, ou amène à une révélation volontairement décevante qui remet en question les personnages, comme dans Lost avec la révélation du non-destin de Locke qui détruit petit à petit le personnage, allant avec les thématiques de progression et de regret qui alimentent la série. Et c'est dans cette même logique narrative... Si vous attendiez autre chose de Phasma qu'une porte-flingue, vous n'avez rien compris à Phasma. Si vous attendiez autre chose de Snoke qu'une figure d'autorité et une représentation des forces du mal, vous n'avez rien compris à Snoke, vous n'avez rien compris à Palpatine et vous n'avez rien compris à Star Wars. Déjà, Phasma est Phasma parce que c'est un modèle de Stormtroopers parfait. Une machine à tuer sans visage, sans personnalité ou émotion. Donc, sans rien à développer à part une figure d'autorité que Finn doit défier pour sortir du moule des Stormtroopers et devenir un héros. Oui, c'est con pour la talentueuse Gwendoline Christie, pauvre actrice qui montre son talent dans d'autres fictions à succès, là où les mecs qui étaient dans les costumes de Dark Vador, C-3PO, Chewbacca, R2D2 et Boba Fett n'avaient rien d'autre. Pauvre Gwendoline Christie, mon cul, on l'a pas remplacé par Hayden Christensen, elle. Et Snoke ne doit pas avoir de background, il doit pas avoir de passé, il doit juste être une fonction, une incarnation du mal absolu, comme son équivalent de la trilogie Palpatine. Je vais même dire Kylo Ren qui le tue et prend sa place est une idée nouvelle qui permettra d'exploiter différemment l'idée du mal dans l'univers de Star Wars. Cette fois, c'est plus une force du mal absolue sans humanité, mais un vrai humain qui s'enfonce dans ses erreurs. Ouais, vous avez vu, maintenant je suis trop un méchant complexe et cool. Et puis Snoke a eu l'occasion d'être un vrai méchant badass avant de mourir, au lieu de rester cette figure ambiguë et mal modélisée de l'épisode 7, qui me faisait espérer que c'était un hologramme et qu'on allait avoir Andy Serkis à avoir enfin un rôle en live action pour une fois. Mais bon, améliorer son design, c'est cool aussi, je l'accepte, je suis pas un fanboy débile qui aime pas qu'un film va dans une direction que j'espérais pas. Et même la façon de le tuer, un être aussi puissant, fallait le tuer en traître. Donc je vois pas le souci. Ça peut pas être insultant envers son personnage car, encore une fois, c'est pas un personnage. Il est pas censé être un personnage. Kylo Ren est le personnage qui doit être développé. Et justement, tuer Snoke permet de le faire progresser psychologiquement. Bref, narrativement, développer ces personnages aurait été contre-productif. Je veux dire, merde, comment pouvez-vous être encore plus à côté de la plaque ? Mais je vais construire une 4ème étoile noire pour faire péter votre connerie, vous! J'ai perdu le fil. On était où? La mission de Finn qui, soi-disant, ne sert à rien. Ah! Ouais. Cette coupure pub n'a servi à rien, je suis toujours énervé. Vous n'avez rien compris au film! Oui,
oui, la mission de Finn et Rose ne fut qu'une perte de temps pour la résistance. Évidemment, Sherlock! Tout le film montre que les héros sont des êtres impulsifs et orgueilleux qui s'enfoncent dans leurs bêtises bien intentionnées, mais qui ne fait qu'apporter plus de soucis qu'autre chose. Chose confirmée par la bataille d'ouverture où Poe fait tuer des dizaines de résistants à leurs précieux bombardiers parce qu'ils se sentaient plus pissés à l'idée de libérer la galaxie d'un destroyer parmi tant d'autres, et par la tentative de Rey de sauver Kylo Ren qui fait que foutre encore plus de merde en aidant ce psychopathe qui ne pense qu'à tout détruire à avoir les pleins pouvoirs. Cette mission devait être un échec pour ne pas encourager nos héros à cette impulsivité qui n'est pas bienvenue dans leur situation et qui ont besoin d'apprendre une leçon d'humilité. D'ailleurs, à ceux qui disent que l'actrice qui joue Holdo n'est pas crédible en général de guerre, bah ouais, il est où le problème? Je veux dire, dans ce genre de conflit, il n'y a pas que des générales de guerre super badass, il y a aussi des femmes politiques qui n'ont jamais vu de bataille de leur vie, ou des personnes comme vous et moi. Je vois pas à quoi vous vous attendiez, surtout que c'est une des raisons pour laquelle Poe se méfie d'elle. Et pour ceux qui vont demander pourquoi Holdo n'a pas révélé son plan à Poe, c'est parce que Poe agit en petit connard effronté, Holdo ne lui doit rien. Il a besoin d'apprendre une leçon d'humilité, surtout que voilà, il a été rétrogradé, il a aucun droit de demander c'est quoi le plan. Et puis, vous êtes conscient du concept d'espion? Holdo et Leia vont pas révéler leur plan à n'importe qui, il suffirait qu'un espion en entende parler et boum, ils préviennent le nouvel ordre et c'est foutu. Mais surtout, d'un point de vue narratif, c'est tout le contraire. Cette mission apporte beaucoup. En plus de la thématique du héros impulsif que je viens d'expliquer, on a du développement de personnages. Les fans de la prélogie l'oublient peut-être, mais faire du développement de personnages, c'est un peu important pour faire un bon film. Bon ok, je suis méchant. Ça développe aussi l'univers en montrant les effets du système pourri sur la population galactique, ce que la prélogie n'a jamais été foutue de faire. Et les gosses, putain, les gosses! Ces gosses captivés par les histoires de ces héros qu'ils admirent et imitent. C'est important de voir ça. Tout comme le désespoir croissant de la résistance face à des situations toujours plus catastrophiques qui les poussent à sacrifier leur meilleur vaisseau. C'est d'ailleurs à ceux qui vont demander « Oh, mais dans ce cas, pourquoi ils utilisent pas plus souvent cette technique de kamikaze si c'est si efficace ?» Parce que justement, ça leur coûte des vaisseaux super importants. Et dans ce genre de conflit, les vaisseaux comme ça se gaspille pas. Alors, le point polémique qui fait chier tous les fanboys. Le traitement de Luke fut un tel outrage pour certains fanatiques qui sont allés jusqu'à faire une pétition pour décanoniser le film qui ose montrer Luke comme un être humain imparfait et qui est parti pour laisser tomber la galaxie, attristé par son propre échec. Vous savez, que des trucs qui font la qualité du film. Le traitement de Luke, son rapport avec le reste de la galaxie et son statut de héros, ainsi que la superbe prestation de Mark Hamill. Mais bon, on demande à des fanboys qui crient au viol de leur enfance à chaque fois qu'on reboot SOS Fantôme d'assimiler une morale disant d'arrêter d'idolâtrer un passé pas aussi parfait qu'on le croit et accepter une vérité universelle qui est que nos héros ne sont que des êtres humains avec des défauts. Mon mur a plus de discussions que... Alors, j'ai vu Mother et je trouve sincèrement que c'est un film très... Alors oui, je comprends que l'idée que Luke abandonne son statut de héros et se laisse mourir sur une planète paumée ne vous plaise pas. Moi aussi, je préfère me dire qu'il crée un nouveau temple Jedi et que tout va bien pour lui, qu'il est plein d'enfants avec Mara Jade et tout le fanservice procuré par l'univers étendu. Seulement, on l'oublie souvent, on va pas au cinéma pour voir notre vision. On va au cinéma pour voir la vision d'un autre. Et cette vision, qu'elle vous plaise ou non, est logique. Luke est un vieil homme qui a tout perdu. Évidemment qu'il allait faire un choix qui nous semble incohérent avec le Luke qu'on a connu dans la trilogie originale. Il s'est passé 30 ans. Les gens changent. Et la vision de Rian Johnson, en plus d'être bien menée, nous démontre une chose qu'il est impératif d'apprendre. Il faut arrêter de croire au sauveur. Il faut croire en nous. Et là vous allez me dire, oh mais Mark Hamill il a dit que c'était pas son Luke Skywalker. Bah ouais, mais il a aussi dit que c'était une bonne version, c'est juste pas ce qu'il imaginait pour le futur de Luke Skywalker, c'est tout. Au-delà de ça, Merde. C'était juste pas sa vision de Luke Skywalker. Et là vous allez me dire, oh mais il a retourné sa veste parce que Disney lui a laissé un chèque. Premièrement, ah bah oui, la parole du grand Mark Hamill ne compte pas quand ça vous arrange pas, hein. Deuxièmement, vu tout ce qui s'est permis de balancer sur l'épisode 7 alors qu'il n'avait pas encore commencé de tourner l'épisode 8, je pense qu'il est clair que la piscine intégrale de Picsou ne suffirait pas à lui faire fermer sa gueule. Donc s'il dit qu'il accepte cette vision, c'est qu'il le pense. Et troisièmement, vu la superbe prestation de Mark Hamill dans cette vision que soi-disant il n'accepte pas, il est indéniable qu'il respecte cette vision. Même sa façon de mourir, la séquence est parfaite. Donner une chance à la rébellion, accomplir son dernier rôle, se mettre en spectacle devant des milliers de soldats, laisser le flambeau à une nouvelle génération, vaincre Kylo sans même porter la main sur lui, l'image des deux soleils qui est un parfait miroir à la scène où il est devenu notre héros, qui devient maintenant l'image où son personnage meurt, et surtout le magnifique fondu quand il disparaît. J'aurais voulu que le héros de mon enfance vive, bien sûr, mais quitte à le tuer,
je ne lui donnerai pas de meilleure mort que celle-ci. Et c'est pour ça que le dernier Jedi est génial. Il ose des trucs, a des intentions artistiques des plus louables, se permet de faire des choses risquées avec une mythologie aussi sacrée, prend même le temps de développer ses personnages, quitte à ralentir le rythme pour mettre en place une atmosphère, ce que le 7 ne faisait pas assez à mon goût d'ailleurs. Visuellement superbe et avec des acteurs au top, franchement à part la musique d'un John Williams qu'on devrait laisser partir en retraite tant il se recycle, et une marionnette de Yoda moche, probablement due à cette malédiction qui dit qu'après la mort de Jim Henson, tu ne feras plus de bonnes marionnettes de Yoda, je ne vois pas quoi lui reprocher. Je vais même dire, enfoncer un film avec autant d'intégrité artistique malgré son côté commande de studio, c'est très dangereux. Et c'est ce qui va amener à la marvelisation de Star Wars. Beaucoup craignent que ça arrive, à plus ou moins juste titre. Mais pour moi, les vrais responsables d'une future marvelisation de notre précieuse saga, ce ne serait pas que Disney, mais ce qui a marvelisé Marvel à la base. Les fanboys. Ceux qui crachent sur les films qui proposent des trucs propres à la vision de leur réalisateur, car ça ne correspond pas à ce qu'ils aiment dans telle licence, pour ensuite acclamer des films de Yes Man calibrés. Forcément, avec des compagnies autant à l'écoute de leurs fans comme Marvel et Lucasfilm, eh ben ils sont poussés à faire de la merde mercantile programmée qui peut avoir tous les défauts du monde, mais qui sera quand même acclamée car au moins ils oseront rien de différent, figeant la licence dans sa représentation la plus superficielle. X-Wings! Death Star! Princess Leia! I clapped when I saw Darth Vader! Ils ont fait ça à Marvel, ils ont fait ça à DC Comics. Star Wars est le prochain sur la liste de ce serial killer de la liberté artistique. Donc, il faut que cela cesse. C'est même encore plus urgent à l'heure actuelle. Acceptez la vision des autres réalisateurs. Ne jugez pas un film sur vos attentes, mais sur ce que le réalisateur a voulu faire. Et rien d'autre. Et si le canon est aussi important pour vous, eh ben, faites comme si l'univers légendaire est le bon canon. Au lieu de demander une confirmation des studios que votre vision des choses est la bonne. Non, et puis merde quoi, qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Il faut qu'on parle, toi et moi. Et c'est pour ça que Mace Windu semble agir en site, parce que sa méthode de combat nécessite un équilibre entre le côté lumineux et le côté obscur de la couleur de son sabre violet. Mais n'oublions pas aussi le moment où tu as dit que c'est Dooku qui avait commandé l'armée de clones, alors que l'univers étendu a confirmé que c'était bien Sifo Dyas qui a... On s'en colle de l'univers étendu! Merde! Mais enfin, mais sois raisonnable. Comment veux-tu juger un film Star Wars sans prendre en compte l'univers étendu? En tant que film, l'univers étendu n'est qu'un bonus. C'est qu'un rassemblement de fanfics plus ou moins bien écrits qui quelquefois essayent de corriger les défauts du film, mais les défauts restent dans les films malgré tout. Je veux dire, la trilogie originale ou la nouvelle trilogie n'ont pas eu besoin de 40 jeux vidéo, bandes dessinées ou livres pour être de bons films. Si la prélogie en a besoin, c'est que la prélogie est ratée. Puis-je? Qu'entends-je? Mais vous pouvez pas dire ça. Ta gueule, Ben. Ok, je peux tolérer ton entêtement à critiquer positivement des films qui chient sur l'univers étendu. Celui où les Ewoks rencontrent une montagne qui pleure et où un Jedi détruit une planète parce qu'il a une érection. C'est allégorique, tu peux pas comprendre. Mais tu peux pas sérieusement dire que la prélogie Star Wars a le moindre défaut. Non. Ah, tu vois. Il en a plus d'une dizaine. Je sens que je vais vomir. Au début, croyez-le ou non, presque tout le monde était en joie face à la prélogie. Mais une fois la hype retombée, la qualité de ces films ne faisait plus débat. C'était nul. C'était vu comme l'équivalent de Dragon Ball Evolution, un film qui, en plus d'être très mauvais, chie sur une licence chérie par des millions de personnes. Ces films étaient tellement détestés que beaucoup sont allés jusqu'à exagérer les défauts comme Jar Jar est une caricature raciste, ou le film est fait par un nazi, ou encore plus de mauvaise foi dramatique avec le célèbre Ils ont détruit mon enfance! Phrase tellement conne qu'elle mériterait son propre épisode de Fermez-la. De 2 heures. Pratiquement tous les critiques reconnus d'internet, de la télévision ou des magazines sont unanimes que ces films sont ratés. Même d'autres fictions comme le film Fanboy, des séries télé comme Les Simpsons, même Edgar Wright et Simon Pegg ont fait un épisode de leur série phare Spaced, crachant sur la menace fantôme. On raconte même que la première angry review d'internet était sur la menace fantôme. Et certaines critiques durent presque 8 heures pour expliquer tout ce qui va pas dans ces films. Je vous rassure, on va faire bien plus court. Laisse-moi deviner. Tu vas te plaindre de Jar Jar? Tu sais quoi? Histoire d'être fair play, je vais critiquer la prélogie sans dire du mal de Jar Jar Binks. Sérieux? Ouais, sérieux. Non, parce que même moi qui adore la prélogie, je suis le premier à dire que Jar Jar il est nul quoi, c'est le seul défaut de la prélogie. Oh non, il en a bien plus. Il y a la romance nunuche aussi, mais voilà, la prélogie a énormément de qualité. Ok.
Dis-moi une pour voir. Pah, facile. On peut clairement s'accorder sur un fait, et c'est que les combats de sabre laser sont bien meilleurs Dans la trilogie originale. Pardon? Les duels de sabre laser sont meilleurs dans la trilogie originale. Pas dans la prélogie. Non, soyons sérieux, tu vas quand même pas me dire que le combat de vieux papy souffrant d'arthrite entre Obi-Wan et Vador est meilleur que le super cool, énergique et dantesque combat entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan et Dark Maul quand même. Ouais! 1 milliard de fois, ouais! Ouais, tu l'as vu le duel? Tu as des yeux fonctionnels? C'est parce que t'as des lunettes là. Oui, je l'ai vu 40 fois depuis sa sortie. Et je peux te confirmer que le duel Obi-Wan et Vador est meilleur que n'importe quel duel de la prélogie. Parce qu'au moins, ce duel raconte une histoire et ne fait pas du spectacle gratuit et débile. Ouais, c'est un peu le truc qu'on oublie dans les scènes d'action. Ils sont censés continuer l'histoire, pas la mettre en pause pour le fun. Dans l'épisode 4, le combat entre Obi-Wan et Vador a déjà une portée mythologique, le bien absolu contre le mal absolu, mais il raconte aussi une histoire de passage de flambeau, de retrouvailles douloureuses et de destinée. C'est non seulement un bon combat, mais c'est surtout un débat moral. Même celui de l'épisode 7 raconte un duel miroir entre celle qui toute sa vie a fui son destin pour finalement l'accepter et sauver ce qu'elle aime, et celui qui a cherché toute sa vie son destin idéal pour faire face à la frustration de ne pas avoir ce qu'il voulait, en plus de mêler une histoire de vengeance et de fidèle devant prouver sa valeur. On a de l'émotion, de l'évolution de personnage et de la symbolique. L'épisode 1 raconte rien. Il n'y a aucun enjeu dans ce duel. Qui-Gon et Obi-Wan ignorent totalement qui est Dark Maul, qui lui n'est qu'un porte-flingue sans personnalité. Et la bataille avec des enjeux, c'est Padmé et Anakin qui la livrent. Obi-Wan et Qui-Gon font la même chose que Jar Jar, occuper les méchants pour que les autres neutralisent les leaders. Et ne me lancez pas sur cette perte totale de temps qui était le duel final de l'épisode 2. Chouette, t'as montré que Yoda sait faire des spin dash comme Sonic le hérisson, ce qui sert absolument à rien, Dooku s'enfuit quand même, et qu'Anakin est une tête brûlée, ce qu'on n'a pas arrêté de répéter tout le long du film. Seuls 3 duels ont une importance scénaristique, et ils sont tous dans l'épisode 3. Le duel contre Dooku qui montre Anakin sombrer dans le côté obscur, faisant un parallèle avec le duel de l'épisode 6, le duel entre Palpatine et Mace Windu qui symbolise le choix d'Anakin, et le combat entre Anakin et Obi-Wan illustrant la fin d'une amitié, qu'on a tendance à oublier à cause du surplus de spectacle. Parce que oui, croyez-le ou non, c'est un autre problème avec les combats de la prélogie. Ils sont trop parfaits. C'est cool, ouais, mais du coup, t'as aucun suspense. Les chorégraphies sont tellement clean qu'au bout d'un moment, tu remarques qu'ils essayent même plus de se toucher, quoi. Vise à côté. Esquive par précaution. Vise comme un pied. Esquive en te la pétant. Vise comme un ivrogne. Saute comme un abruti. Les duels des autres films sont moins spectaculaires, mais au moins tu sentais le danger, tu sentais que Vador surpasse Luke ou que Kylo domine Finn. Là où la prélogie, les chorés sont tellement proprêtres et nos héros en God mode que quand l'un des deux perd, c'est totalement con. Comme Dark Maul qui réagit pas au super saut d'Obi-Wan, Anakin qui écarte les bras juste pour se faire couper le bras en fait, et c'est pratiquement laissé faire, tout comme Dooku s'est laissé faire quand Anakin lui a coupé les deux mains, et bien sûr le mouvement blasé d'Obi-Wan qui a réussi à découper tous les membres d'Anakin sauf la tête. On ne sait comment. Donc ouais, les combats sont cool, mais c'est tout. À ce compte-là, Mortal Kombat Destruction Finale est un chef-d'œuvre. Bon, ok, peut-être que les combats sont pas top niveau histoire, mais voilà, c'est quand même les combats les plus spectaculaires de la saga, faut au moins reconnaître ça. 1. Spectaculaire ne veut pas forcément dire bon. 2. Non. Les combats les plus spectaculaires de la saga ne viennent pas de la prélogie, mais de la série Clone Wars par le mec qui a fait le laboratoire de Dexter et Samurai Jack. Oh, la version non canonique. Qui était canonique avant que Lucas la décanonise pour la remplacer par une série 3D pub pour jouer fade, qui se contredit avec les films et qui a pour seule qualité de nous offrir bien plus tard Star Wars Rebelle. Comme quoi, décanoniser de super trucs, Lucas le faisait bien avant le rachat de Disney. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Comme c'était une double diffusion web et télévision, vous devriez facilement trouver l'intégrale sur YouTube. C'est de la pure action animée bien plus puissante, émotionnelle, créative, narrative et cool que l'intégrale de la prélogie. Même la chute d'Anakin dans le côté obscur est bien mieux menée et des personnages pourris du film deviennent badass, genre Grievous qui est un pur motherfucker dans la série. Certains débattent même sur le fait que ça pourrait être le meilleur Star Wars tout court. Et franchement, il y a de bons arguments dans cet angle. Oh ok. Ça a l'air génial, ouais. Bon, enfin, il y a un truc, au moins un truc, que tu ne peux pas renier à la prélogie. Non. Quoi, non? Écoute, mec, je sais que tu vas avoir beaucoup de mal à accepter ce que je vais te dire là maintenant, mais les acteurs dans ces films sont à chier. Comment? Mais tu es complètement frappé, tu as vu le superbe casting de ces films? Comment oses-tu dire que les grands Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jackson, Christopher Lee et tout sont mauvais? Bah, ce sont de grands acteurs, ouais, ils ont énormément de talent. Mais dans la prélogie, ils sont à chier.
Tu m'as complètement perdu là en fait. Le problème, c'est plus la direction d'acteurs que les acteurs eux-mêmes. Même le très critiqué Hayden Christensen, avec une bonne direction, il peut faire un bon travail. Seulement, jouer dans Jumper et Medieval Pie, ça n'aide pas à être crédible. Mais enfin oui, la direction d'acteurs est inexistante et tout ce beau casting se retrouve qu'avec une seule technique de jeu. Lire leur texte. De la façon la plus fade et insipide possible. Je veux dire, merde, rien que Samuel L. Jackson, le mec qui même dans des grosses daubes et à fond dans son délire, il a l'air de se faire chier dans ses films. J'en ai marre de ces putains de serpents dans ce putain d'avion. Tout est fini, Palpatine. L'oppression des Sith touche à chaque fin. Non mais c'est un Jedi, il est pas censé avoir d'émotions. 1. J'ai déjà expliqué en quoi cette histoire c'était de la merde. 2. Il y a une différence entre ne pas avoir d'émotions et sous-jouer. Si tu veux voir un bon exemple de ça, regarde Spock dans Star Trek. Et 3. Même les noms de Jedi jouent mal dans ces films. Natalie Portman, qui a énormément de talent, joue aussi mal que Christensen. En même temps, avec des dialogues aussi atroces que la blague pas drôle de la négociation musclée, c'est pas étonnant qu'elle patauge. Christopher Lee, lui, a l'air de s'ennuyer ferme dans l'attaque des clones et n'est sauvé que par sa magnifique voix. ASMR avec Christopher Lee. La voix des anges. Liam Neeson est fade, Dark Maul se contente de grogner, l'excellent Jimmy Smith est gâché pour n'être qu'un élément scénaristique pratique, et ne parlons pas de Jack Lloyd. Non, sérieusement, ne parlons pas de Jack Lloyd. Depuis tout petit, on le fait chier parce que c'est un mauvais enfant acteur parmi des milliers d'autres. Et c'est sans parler de sa santé mentale actuelle. Ouch. Pauvre petit. Au final, seuls 3 acteurs s'en sortent correctement. Mais non sans certains inconvénients. Ewan McGregor, qui imite bien le jeu d'acteur d'Alec Guinness, mais quand il a interagi avec des créatures de synthèse, il n'a clairement aucune putain d'idée de ce qu'il regarde. Meilleur exemple, la scène où il discute avec Mace Windu et Yoda en soucoupe volante, qu'il n'utilise jamais avant ou après cette scène. Je suis sûr qu'il a foutu Yoda là-dedans juste parce qu'il a oublié d'expliquer à ses acteurs qu'il parlait à un petit personnage qu'il rajoute en post-prod, et donc ils ont oublié de regarder en bas. Bon alors là, on tourne une scène de discussion avec Yoda. Ok, et il est où, maître Yoda? Par là-bas, là. Où ça? On tourne. Où ça? Bonjour, maître Yoda, c'est un honneur de vous voir. Où que vous soyez. Ian McDiarmid en Palpatine est charismatique dans l'épisode 1 et génialement diabolique dans l'épisode 3, mais il a l'air sénile et fatigué dans l'épisode 2. Ce qui est marrant, il fait plus vieux et fatigué dans le 2, mais plus jeune et énergique dans le 3. Il vieillit à l'envers, ce mec. Et le meilleur acteur du film est... Ahmed Best. Le mec qui joue Jar Jar. Je ne déconne même pas. Il est peut-être affreusement pas drôle, mais au moins il a de l'énergie et se donne à fond dans son rôle, dans sa démarche, sa façon de bouger, ou de parler qui est certes irritante, mais a dû demander beaucoup de travail en tandem avec l'équipe des effets spéciaux pour donner vie à cette grenouille dingo machin. Donc ouais, le meilleur acteur du film, et c'est celui qui est reconnu même par ceux qui aiment ses films, comme étant le pire truc jamais fait dans l'histoire du cinéma. Si ça, c'est pas assez catastrophique pour vous... Je croyais que tu parlerais pas de Jar Jar. Non, j'ai dit que je ne dirais pas du mal de Jar Jar. Là, j'en ai dit du bien, tu vois? Ah ouais, ça marche quand même. Bon, ok, les acteurs jouent comme des pieds, mais ce qui compte, c'est la vision de Lucas et la thématique qu'il a voulu apporter à ces 2 grandes sagas qui est... La politique dans ces films est à chier! Beaucoup se plaignent qu'il n'y a pas assez de détails politiques dans le réveil de la Force. Ce que je ne comprends absolument pas, car la géopolitique est peut-être une force dans l'univers étendu, mais ne l'a jamais été dans les films. Dans le cas de la prélogie, c'est même une catastrophe. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de mon script? C'est en partie pas mal, mais c'est aussi chiant et kitsch. Faut changer un petit peu tout ça. Genre en te focalisant plus sur Luke que sur la politique et cette guerre des clones à la con. Je sais pas. Vraiment que je devrais faire ça? Oui, définitivement. Faudrait écrire tout ça. Si tu veux, je peux t'aider, hein. Aussi, tu devrais faire tuer Obi-Wan par Vador pour donner plus d'enjeux et rendre ce dernier plus menaçant. Attends, sérieux? Ouais, même l'idée de tuer Obi-Wan, pierre angulaire du voyage initiatique de Luke, truc qui fait le cœur de Star Wars, même ça, c'était pas son idée, c'était l'idée de sa femme de l'époque.
Mais il a fait des trucs bien, Lucas, dans Star Wars, ou c'était juste ses potes de l'époque? À toi de me le dire! Quand George Lucas a fait la prélogie, il était au sommet d'une grosse compagnie qui a approuvé toutes ses décisions du moment qu'il faisait du pognon. Et entre-temps, il a divorcé et condamné à l'oubli ceux qui s'opposaient à sa vision imparfaite de Star Wars pour en faire la trilogie idolâtrée d'aujourd'hui. Donc du coup, tout le surplus politique qu'on a su éviter dans la trilogie, votre scénario est chiant et kitsch. Faudrait changer ça, genre en se focalisant plus sur Anakin et Obi-Wan plutôt que sur la politique et cette guerre des clones. C'est vrai. Bon, d'accord, mais tu ne peux pas nier que la prélogie résume comment la démocratie peut devenir une tyrannie en faisant des références historiques. Donc la partie politique est bien, non? C'est pas parce qu'il y a un fond que l'exécution est bonne. Surtout quand des films Disney exploitent bien mieux cette thématique que la prélogie entière. Tu parles des derniers Jedi, c'est ça? Non, en fait, je pensais à Zootopie. Bah, le pire, c'est que t'as raison. Et puis la partie politique n'a aucun sens. Entre les marchands qui ont une armada à leurs ordres et qui prennent le contrôle d'une planète pour payer moins d'impôts, et le fait qu'apparemment une voix sur des milliers peut décider à elle seule de changer le patron de la galaxie, juste comme ça, élection la seconde après. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Dans ce cas, pourquoi personne ne l'a fait avant? Surtout qu'ils semblent tous approuver, donc pourquoi personne n'a eu l'idée avant ça? Ou encore le fait que ce Sénat demande une commission d'enquête pour confirmer qu'une planète s'est fait envahir, chose que n'importe quel teubé peut confirmer en remarquant les vaisseaux entourant la planète, les civils prisonniers, le message de détresse ou la putain de reine forcée de quitter son palace avec seulement ses serviteurs et ses 15 plus belles robes, reine élue d'ailleurs parce que les reines sont élues par le peuple, c'est bien connu, et commission d'enquête qui a déjà été effectuée par des putains de Jedi. Hello! T'as oublié pourquoi t'as envoyé ça, Zod? Et pas de mais! T'as une occasion pour convaincre le Sénat sans devoir virer le patron de la galaxie à coup de pompe, grosse conne! Et puis aussi, c'est juste chiant! Et allez, la vieille excuse de « Ah, mais ça fait que discuter, je veux de l'action !» Non, par chiant, je veux dire, ça sert à rien! Tout le passage sur Coruscant dans la menace fantôme, à quoi ça a servi? À rien, le Sénat n'aide pas Amidala à sauver la planète, Palpatine est passé d'un poste influent à un poste affluent, et on retourne sur Naboo pour faire un truc qu'on pouvait faire sans en partir. Non et puis qu'est-ce qu'on s'en fout de la politique quand les personnages sont aussi fades? Dans des séries comme Game of Thrones ou House of Cards, l'aspect politique marche car ce sont des personnages machiavéliques et ambitieux qui se manipulent psychologiquement dans une guerre pour le pouvoir, ou des hommes de conviction qui veulent changer un monde cruel. Mais là, les personnages sont limités à des fonctions, donc du coup on s'en fout du blabla politique, c'est juste le temps de chargement pour les moments où des décisions sont prises. Mais le plus gros problème de la politique dans la prélogie est le même problème que la politique dans le vrai monde, c'est qu'on oublie le peuple. Ouais, on perd du temps avec les débats politiques et tout, mais quelles en sont les conséquences pour la population? Après tout, c'est eux les concernés, c'est pour les diriger eux que ces débats ont lieu. Même sur Naboo, la planète que nos héros tentent désespérément de sauver, on voit jamais le peuple, à part pour célébrer leur victoire à la fin. On nous dit qu'ils meurent de faim en plus, mais on ne le voit jamais. Comment je suis censé avoir de la peine pour le peuple de Naboo si je vois pas la peine du peuple de Naboo? Au moins dans la trilogie originale, la nouvelle trilogie et même dans Clone Wars, on voit à quel point les méchants sont cruels envers la population, tuant des innocents qui sont sur leur chemin, saccageant des mondes, torturant des prisonniers, réduisant en esclavage des gosses et méprisant des civilisations pour accomplir leur intérêt. Surtout dans Clone Wars où la peine du peuple primitif devient une des motivations d'Anakin pour devenir Vador. Mais dans la prélogie, la politique est tellement superficielle qu'on est même plus sûr des enjeux. Dans un meilleur blockbuster mêlé à la politique comme Civil War, on remet en question des causes, la sécurité contre la liberté, avec des bons et des mauvais points pour chaque côté, créant un vrai questionnement moral. Mais dans la prélogie, que représente la République? Que représente la Confédération séparatiste? Si ça se trouve, la République est un régime politique fasciste et la Confédération propose un changement bénéfique pour la galaxie. Et l'Empire permettra de corriger toute l'injustice de la galaxie. On ne le saura jamais car on ne montre jamais leur position politique dans cette prélogie centrée sur la politique. On va essayer un truc nouveau, hein, bon, ça fait 2 semaines que ça me travaille. On va essayer, bon, avant d'aller gueuler, hein, de bien définir pourquoi qu'on gueule. Au final, l'aspect politique du film n'est qu'un cache-misère prétentieux pour cacher le fait que ces films sont tout aussi manichéens que la trilogie originale. Parce que ouais, tout votre blabla politique super complexe, et c'est quoi le message? La guerre c'est pas bien, la liberté c'est bien, et Palpatine est un méchant. Et c'est tout. Et je m'excuse, mais si c'est pour être aussi manichéen, et bah montrer au moins les méchants faire des trucs horribles, histoire d'au moins créer un semblant d'émotion. Genre, je sais pas moi, montrer les méchants brûler un village innocent, détruire tout un système, imiter des nazis, réduire des gosses à l'esclavage, leur laver le cerveau pour en faire des soldats obéissants. Qu'au moins on ait de l'identification et de l'émotion, quitte à autant rater le côté intellectuel. Et ironiquement, on reproche à l'épisode 7 d'être trop flou dans son contexte politique.
Comme quoi les critiques de l'épisode 7 sont juste aveugles aux défauts de la prélogie. Putain. Le pire, c'est que t'as raison. Non, mais voilà, après, ça reste Star Wars, quoi. Et ça apporte des tas de nouveaux éléments à l'histoire qui... Ok, finissons-en. Le but d'un préquel est de montrer les origines d'une histoire pour lui donner une autre dimension. X-Men First Class, par exemple, donne plus de force à la dualité entre Xavier et Magneto et fait même de Mystique un vrai personnage. Le Hobbit donne plus de sens au drame de découvrir la tombe de Balin dans Le Seigneur des Anneaux, plus de nostalgie de voir Bilbo raconter des histoires, et procure un sentiment de satisfaction de montrer Legolas devenir ami avec Gimli. La prélogie Star Wars n'apporte rien. Ça révèle que Anakin a sombré dans le côté obscur pour devenir Dark Vador, ce qu'on savait déjà. Obi-Wan était un maître sage, ce qu'on savait déjà. Je veux dire, il est tellement que ça dans la prélogie qu'il est presque un Garistou. Que Yoda était badass, pareil, je veux dire, on l'a vu soulever un X-Wing rien que par la pensée et ce sans effort, évidemment qu'il est badass. Bref, rien d'essentiel. Bah quand même, après avoir vu l'amitié déchirée d'Anakin et Obi-Wan dans l'épisode 3, ça rajoute de l'émotion de les revoir dans l'épisode 4, non? Sauf quand les personnages sont aussi mal écrits et joués aussi fadement. Pas faux. Et quand il apporte des informations réellement nouvelles, tu te dis... Et genre Anakin qui a construit ses trapéos, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça n'amène qu'une intégration de nos deux droïdes préférés dans l'histoire, uniquement pour le fanservice, et tellement bancal qu'ils ont dû sortir le coup de l'amnésie pour que ce soit cohérent. Pour ces 3 PO seulement, pas pour R2D2 qui se souviennent de tout normalement. J'en ai pas souvenir d'avoir rencontré ce droïde. On découvre que les Stormtroopers sont des clones du père de Boba Fett. Ok, en plus c'est pas cohérent avec la scène où on voit des Stormtroopers parler de tout et de rien, donc c'est clairement pas les clones de l'épisode 2. Oh, et Boba a vu son père se faire tuer par Mace Windu. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Dans une interview, Lucas dit que ça expliquerait pourquoi Boba déteste les Jedi. Sauf que je savais pas qu'il détestait les Jedi. Je veux dire, le mec c'est pratiquement un porte-flingue muet dans la trilogie originale. Je sais même pas s'il aime être chasseur de primes, alors aimer ou pas les Jedi On découvre comment Palpatine est devenu moche. Merci. Je supposais juste qu'il était vieux et fripé, mais ok. Et on découvre que Chewbacca connaissait Yoda. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas une histoire ça, bordel. C'est du fanservice pour vendre des jouets et être genre « Ha, j'ai compris la référence !» Toute la prélogie c'est ça d'ailleurs. Faire vendre des jouets, des jeux vidéo, des comics et montrer à quel point ILM est doué en images de synthèse. Je veux dire, on devrait même pas savoir le nom de l'empereur. Parce que l'empereur est un symbole, une fonction, une incarnation du mal tellement déshumanisée qu'elle a ni nom ni personnalité. Donc rien que le montrer agir en humain presque normal et lui donner une origine détruit l'intérêt même du personnage. Donc, si on s'en fout des révélations et que ça n'apporte rien, que les personnages sont atrocement chiants et que l'aspect politique gangrène le rythme du film, pourquoi on en aurait quelque chose à foutre? Mais moi j'en ai quelque chose à foutre! Tu pourras dire ce que tu veux, mais moi j'aime la prélogie! Moi aussi. Quoi? Moi aussi je suis nostalgique de la prélogie Star Wars. Je veux dire, même aujourd'hui, j'aime bien me revoir certains moments des films. Il n'y a pas de honte à aimer de mauvais films. Je n'ai pas écrit ton personnage pour ridiculiser ceux qui aiment la prélogie. Comment ça tu m'as écrit? Mais pour créer une discussion, pour faire comprendre que c'est pas parce qu'on aime un film que ce film est bon. Il y a dans ces films des choses qui nous ont fait rêver, qui nous ont inspiré, qui nous ont donné envie d'en savoir plus sur l'univers Star Wars. Je suis le premier à le reconnaître. Seulement, avec le temps, j'ai remis en question mes goûts et ma vision d'un film. Je veux dire, moi aussi je me débattais contre des gens qui osaient dire du mal des films que j'adorais. Mais j'ai fini par comprendre en quoi ces personnes avaient raison. Dis-toi que la génération avant nous, elle nous méprisait pour oser aimer ces films. Mais il n'y a pas de mal à aimer un mauvais film. C'est notre lot à tous. Ce qu'il faut éviter, c'est de croire que notre ressenti est forcément un fait. Et ça, c'est pas juste un problème pour la trilogie, c'est un problème de vie. Tout ça pour dire que j'aime la prélogie. Et si je le pouvais, ouais, je dirais que ce sont de super films. Seulement, au lieu de se contenter de nos goûts, il faut se remettre en question. Comprendre ce qu'on aime, l'analyser et ne pas fermer les yeux dès qu'on voit un défaut. Je veux dire, par exemple, moi j'aime bien aller manger au McDo. Je sais aussi que c'est pas bon pour moi et que c'est de la merde. Donc... je peux toujours aimer la prélogie? T'as besoin de l'approbation de personne pour aimer un film bon ou mauvais. T'as même pas besoin de t'embêter à créer une analyse religieuse ou politique pour justifier ton amour pour un film. Remate-toi ces films autant que tu veux, mec, et assume ce que tu aimes. Je demande juste à ce qu'on soit conscient que ce qu'on aime n'est
n'est pas forcément parfait, que Star Wars n'est pas parfait, et surtout que George Lucas n'est pas parfait. Lucas a perdu son talent. Et le plus triste, c'est que je suis sûr qu'il le sait avec honte. Lucas n'était pas un grand réal à son époque, mais il avait une passion, une créativité et de l'imagination qui, entre les mains de meilleurs artistes, devenaient de grands films comme L'Empire contre-attaque ou Indiana Jones, d'excellents romans comme La Croisade Noire du Jedi Fou, de super comics comme Shadow of the Empire, et de grandioses jeux vidéo comme Knights of the Old Republic. Mais le succès de Star Wars fut tellement important que Lucas a dû devenir autre chose pour pouvoir gérer tout ça. Beaucoup disent que Star Wars est devenu un produit plus qu'un film depuis le rachat de Disney. Mais la vérité, c'est qu'il était comme ça depuis bien avant. Le Retour du Jedi, bien que mon préféré de la trilogie originale, laisse déjà transparaître un aspect marketing prépondérant. Et au bout d'un moment, ça n'était plus que ça, une marque pour jouets, jeux vidéo, comics et films formatés. Un peu comme James Bond ou Spider-Man. Et justement parce que ce sont des marques, ils ne demandent que des gens de talent pour se les réapproprier et en faire de super films comme Skyfall ou la trilogie de Sam Raimi, au lieu d'être enfermé par un mec au talent limité qui ne s'améliore plus. Vous pouvez débattre que ce n'est pas encore arrivé pour Star Wars, pour moi c'est arrivé avec le dernier Jedi, mais maintenant que Lucas a laissé la saga s'envoler vers de nouveaux horizons, les possibilités n'ont fait que se décupler. Et c'est pour ça que, malgré le côté marketing qui est indéniable et la nature diabolique qu'on a prouvé plus d'une fois de cette compagnie, je suis bien content que Disney ait racheté Star Wars, pour enfin nous offrir des films bien joués, bien écrits, bien réalisés et avec de super personnages. Comme moi! Oui, Kylo. Comme toi. Câlin? Quoi? Non, je suis le mal incarné, et le mal incarné ne fait pas de câlin! Tu vas vraiment refuser un câlin à ton MJ Senpai? Bon, peut-être... Voilà, ça c'est un gentil Kylo Ren. Il est gentil, les forces du mal. Tu te rends compte que tout le monde va faire des fanfics sur vous deux, hein? Ferme-la, toi! Ouais, je te remercie d'avoir réparé mon nœud papillon. Bon allez, je t'envoierai ça. À la prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc débile maintenant que le mois Star Wars est terminé? Oh, un autre truc sur Star Wars. Ouais, au cas où, hein. C'est quoi ce truc? La MRA, l'association des activistes des droits des hommes. Ouais, genre, les hommes sont une minorité avec des droits à défendre. Mène actuellement le combat de toute une vie courroucé par le dernier épisode de la saga Star Wars, Les Derniers Jedi. C'est grief, le film fait l'apologie de la haine des hommes. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Le redécoupage du film fait donc 46 minutes et est exempt de toute présence féminine. Hey, regarde ça! Sérieusement? Oui. Y'a un truc, regarde ça, Oh, fais chier. regarde ça. Attends, fais la place. Ils sont encore plus pathétiques que moi! So, is this all you guys do? You just sit around, complain how you hate hot women, you want to see more shirtless buff men? Man, yes! Are you guys gay? I mean, it's fine if you are. Oh tiens, apparemment l'équipe du film a réagi à ça. Voyons ce qu'ils en pensent. We've had hundreds of years of advantage and we're not giving it up now. Le message du dernier Jedi: 1. Nous détestons les hommes. 2. Nous détestons encore plus les hommes blancs. C'est pour ça d'ailleurs que le personnage le plus touchant du film est un homme blanc, et que les personnages féminins comme Rey et Rose font les mêmes conneries que les hommes, ont pour modèle des hommes qui les guident à devenir de meilleures personnes, et n'oublions pas Phasma, la plus sage et gentille de tous les personnages de la saga, et qui est montrée comme un modèle à suivre et non comme une figure d'autorité néfaste, qu'un homme doit vaincre pour devenir un héros, amenant à une scène glorifiant un mec qui pète la gueule à une nana, la remettant à sa place avant qu'elle ne meure. C'est un peu comme si ce film était nuancé et complexe. On a des femmes qui font des erreurs et des hommes qui font des trucs cool, et inversement. Ouais, en fait, vous avez juste vu un tiers du film, et c'est pile poil le tiers qui arrange votre discours de fausse victime. Bah, en même temps, ouais, vous avez vu qu'un tiers du film au vu de votre remontage de 45 minutes, qui sont cons. Attends, remontre-moi encore.
Christ, if you're the future of what being a man is, slap a fucking vagina on me! I'd much rather be a badass like her than whiny little bitches like you! Hey, here's a thought. If you have to complain about how someone's stealing your manhood, chances are you never had your manhood to begin with! What are you, 5? You're afraid you're gonna get cooties? And how's that working out for you anyway? Are women just falling at your feet because you bitch and complain about them online? Real chick magnet, guys, you must get laid a lot! You know what? Keep living in your mama's basement, because the grown-ups are gonna make a more badass world and we don't need your crybaby tears pushing it up! Are you single? I can be. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? C'est tellement débile que ça parle pour lui-même. Au moins, l'avantage c'est que du coup, ceux qui critiquent Star Wars épisode 8 le feront un petit peu moins pour avoir de moins en moins en commun avec ces débiles de l'âge de pierre. C'est comme si tu leur avais coupé leur petite bite. Father, he always comes to my planet once a year with toys made of tattooing rocks, the deepest made with dead.